Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, ce sont des cours de théâtre, des cours de stand-up, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, nous explorons le parcours d'un artiste aux multiples facettes, originaire des quartiers nord d'Amiens. Il découvre sa passion pour la scène à l'âge de 16 ans dans un centre culturel de son quartier. Après une formation rigoureuse au Suden Théâtre et au Conservatoire du 11e arrondissement, il se distingue tant sur les planches qu'à l'écran. Au théâtre, il brille dans des pièces comme Bar et Vendredi 13. Au cinéma, il enchaîne les rôles, notamment dans Main armée et En liberté. Mais c'est à la télévision qu'il conquit le grand public en incarnant le personnage de Georges dans la série à succès Demain nous appartient. Aujourd'hui, il partage avec nous son parcours, ses expériences et sa vision du métier. Mesdames et messieurs, Maël El Ajaoui. Bonjour Maël. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Super. Tout est bon, c'est bon, tout est bon. Digne d'une belle intro ou pas ? Digne d'une intro du Festival de Cannes. T'as vu ? Mais à Neuilly. À Neuilly-sur-Seine. Merci déjà. Merci. Vraiment, on s'est rencontrés par l'intermédiaire donc, d'un comédien, ouais. À travers une pièce, on aurait dû aller en Grèce. Exactement. Et on m'a dit, il faut que tu l'interviewes parce qu'il est hyper sympa, ouais. Hyper drôle, et puis pas con. Donc là, j'ai dit, s'il est pas con, il faut qu'il soit là. Il faut, de toute façon, il faut être drôle et pas con. Après, le reste, on meuble un peu. Tout a commencé par quoi ? Comment ça s'est passé ? J'ai 11 frères et sœurs déjà. Donc déjà, je suis né dans une espèce d'euphorie de spectacle, de vie, qui m'a nourri et qui a fait que j'ai voulu monter sur scène. Parce que le vrai premier amour de ma passion, c'est le théâtre, c'est la scène. Et donc, avoir autant de frères et sœurs et de vanneurs, parce que j'ai grandi dans un quartier où vanner l'autre, c'est lui montrer qu'on l'aimait, à ne plus faire aujourd'hui, évidemment. Évidemment. À tout moment, tu te retrouves avec des problématiques. Mais donc, j'ai grandi, oui, avec 6 sœurs et nous, on était 4 garçons. Donc, oui, j'ai tout de suite rapidement voulu monter sur scène pour faire rire les autres et attirer l'attention. Et t'es rentré dans une formation ? Comment ça s'est passé ? Formation de chez moi, oui, formation, d'accord. La grande school El Ajaoui du Bled, qui n'a pas de structure légale en France. Mais non, j'ai commencé d'abord par faire des conneries, essayer de monter sur scène dans mon quartier avec toutes les opportunités que je pouvais avoir, les fêtes de fin d'année, au collège, etc. Dès que je pouvais monter sur scène, je montais sur scène. Jusqu'à ce qu'un jour, on me repère et on me dit « Mais toi, t'as une bonne gueule, ça te dirait de venir à Paris pour vraiment essayer de jouer la comédie, mais de manière plus sérieuse. » Et là, t'avais quel âge à peu près ? J'avais 16-17 ans parce que j'ai été remarqué dans mon collège dans un casting sauvage pour un court-métrage. Et c'est un réalisateur parisien qui était venu à Amiens pour caster des jeunes, on va dire, de banlieue et pas que. Et la petite anecdote, c'est qu'au début, à la base, j'étais pas pris pour le rôle principal. J'étais juste figurant. C'est un copain qui était le rôle principal. Et le rôle principal, quand t'as 16 ans et que tu connais pas ce métier, c'est beaucoup de textes à apprendre. Sauf qu'à 16 ans, t'as pas envie de beaucoup travailler. Pas envie, non. Non, quand tu rentres chez toi, t'as envie de la console, jouer au foot, t'amuser. Et là, le prof de français nous a dit, bah voilà, celui qui aura le rôle principal, déjà, il part avec une note de 20. Ne serait-ce que de participation, parce que tu vas devoir apprendre une 30aine de pages de texte. Donc bon, apprendre 30 pages de texte quand t'as 16 ans et que c'est pas ton métier, c'est chiant. Et c'est là où un jour, le réalisateur, pendant une lecture où il y avait la production, le collège, la région, enfin tout ça, m'a remarqué dans un petit coin en train de faire le con et qu'il a dit « Excusez-moi, on va intervertir, tu peux prendre le texte et lire les premières pages ?» Moi, je me retrouve à prendre les premières pages, à les lire, et il dit, bon, du coup, on change. Mais ce petit truc-là a changé ma vie. Alors que quand on me dit, prends le texte, lis-le, c'était plus une punition, c'était plus quelque chose, tu vois, un acteur, il a envie d'avoir un rôle principal. Bien sûr. Ben, quand t'as 16 ans et que c'est pas ton métier, tu penses pas à te dire, je veux un rôle principal. Et là, quand je prends le texte et que je le lis, que le mec dit, c'est bon, c'est toi, mon pote à côté se fout de ma gueule. En disant, tu vois, t'as voulu ouvrir ta gueule, maintenant c'est toi qui vas bosser les 30 pages de texte. Et là, je dis, putain, c'est relou, c'est chiant, tu vois. Et j'ai commencé à apprendre le texte. Et puis, le premier jour de tournage, j'entends moteur, annonce 4/1 première, clap, action. Une vraie révélation, en fait. C'est à ce moment-là où tu t'es dit,
je veux faire ce métier-là? Bien sûr, on avait sur le court-métrage, c'était un court-métrage professionnel, donc fait avec un réalisateur, une vraie production parisienne. En fait, c'était à l'époque où les bus ont commencé à se démocratiser, il y a 25 ans, un peu partout dans les banlieues, où les bus rentraient un peu plus dans les quartiers, dans les campagnes. Il y avait eu beaucoup d'incivilités, il y avait eu beaucoup d'agressions. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 25 ans, aujourd'hui c'est plus le cas, mais tu pouvais payer ton ticket avec de l'espèce, et il y avait des chauffeurs qui se faisaient braquer des caisses de 40 francs ou de 50 francs, enfin je sais pas, genre l'équivalent de 50 €, quoi. Et donc, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Intérieur avait décidé de mettre un budget et de prendre une production, de faire un court-métrage, on va dire, sympa, mais pour montrer les bons gestes à avoir dans les transports en commun. Donc j'avais eu la chance, à 16 ans, de ne pas tourner avec une petite caméra. C'était une grosse caméra, un vrai chef-op, tu vois, un maquillage, coiffure, enfin des costumes. Donc à 16 ans, c'est assez rare, parce que quand tu fais un court-métrage avec des copains, bon, c'est Philou. À l'arrache. Ah ouais, Philou, il tient la perche, il tient sa clope, tu sais, sur le côté. Là, mais tu vois, bon, ou alors parfois il tient sa clope, il oublie la perche. Enfin, tu vois, c'est ça qui est rigolo. Mais là, non, j'avais vraiment des conditions pour une première expérience dans ce métier qui était professionnelle. Et en plus, j'avais le rôle principal. Et en plus, j'étais chouchouté. En plus, j'avais un vin sur un vin d'office. En plus. Mes parents, ils m'avaient dit, mec, c'est génial, ça. Mais combien ça gagne? J'ai dit, 0. Juste 20. Ils m'ont dit, va trouver un vrai boulot. Donc, ce court-métrage te révèle. Ouais. Et ensuite, tu te dis, je rentre dans une formation. Ensuite, je te dis, ce réalisateur avec qui je tourne, donc il y a un réalisateur parisien, professionnel, qui me dit, écoute, je trouve, en voyant les images et en te voyant gesticoter, que tu pourrais, si tu en avais envie, d'essayer de faire quelque chose. Parce que bon, il m'a pas vendu du rêve non plus, mais il m'a dit, écoute, je pense que tu as quelque chose, mais pour le coup, tu vis à Amiens, faudrait que tu viennes à Paris, c'est là que ça se passe, les castings sont à Paris, les agents sont à Paris... Les bonnes écoles et le conservatoire, c'est à Paris. Si tu veux vraiment te frotter au truc, il faut que tu viennes à Paris. Donc, cette graine de venir à Paris est germée à ce moment-là. Donc, je me dis, putain, peut-être aller à Paris. Moi, j'avais peur. Je dis, encore une fois, j'ai 11 frères et sœurs. C'est un socle, c'est une sécurité, c'est vraiment un truc où tu te sens invincible quand tu es dans ta famille. Quand tu te retrouves à 17 ans, 18 ans à Paris seul, quand tu as été habitué, famille marocaine, bien entouré, tu manges bien, tu rigoles. On s'occupe bien de toi. Ah ouais. Et là, tu te retrouves seul dans la nature. 8 mètres carrés, petit palace sympathique, 7e étage sans ascenseur, coquillette partie lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais c'est viscéral. Tu veux quand même y aller. Bah ouais, j'y vais. Et tu fais ton expérience. J'en chie un peu. Je pleure beaucoup les premières années, en vrai. Je pleure beaucoup. Je dis à mes parents, j'ai envie de rentrer. Parce que c'est dur. Et que c'est pour ça que souvent, quand les gens te disent, oui, mais ce métier, oui, mais c'est très, très dur. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, j'arrête tout? Ouais, toutes les semaines, quand tu arrives à Paris, c'est sauvage, Paris, c'est une jungle. Et c'est vrai, les gens pensent que c'est... Non, mais moi, je suis un Picard, je suis fier de l'être, un petit Amiénois, un provincial, un campagnard que j'adore dire avec tout l'amour que ça comprend. Un vrai, je suis fier de l'être. Et donc, quand tu arrives dans une ville comme Paris, où les gens sont... Enfin, ça vit à 4000 à l'heure. Heureusement qu'il y a une maire de Paris qui nous fait rouler maintenant à 20 km/h. Parce que les gens... Mais t'as vu les petites vieilles, comment elles marchent, elles courent. Enfin, elles te bousculent, elles te disent, wesh, ma race, à 82 ans. Tu te dis, oh, on est à Neuilly, respecte ton... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui est correct ici. Donc, personne ne te calcule, tout va trop vite, et t'es tout seul, t'as pas l'habitude. Tu vois, le temps passe à une vitesse par rapport à la province qui est trop rapide. Et donc, je me sentais dépassé, et je finissais mes cours de théâtre. Je me retrouvais seul dans ma chambre de bonne. Donc je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? J'apprenais du Molière, du Shakespeare. Ouais. À un moment donné, je me dis, ouais, le mec il m'a dit, viens, tu vas kiffer. Je pensais que j'allais tourner direct, que j'allais voir Brad Pitt, Gad Elmaleh, Jamel. J'étais là, c'est bon, c'est parti. Mais non, ça se passe pas comme ça. Non, la vérité. On fait du stand-up? Ouais. Alors là, on va se frotter au monde... sauvage. Oui, c'est ça. Ah bah c'est black party, t'es nul, personne rit, c'est drôle, les gens rient, et il n'y a pas d'autre définition. C'est ça qui est beau dans le stand-up que j'aime, et dans lequel je suis en train de découvrir aussi plein de choses. C'est quand même le stand-up qui t'a révélé au grand public? Oui, parce qu'en vrai, la première fois sur scène que j'ai eu une expérience, c'était en montant sur scène avec Jamel Debbouze à Amiens.
Donc là, j'avais 17 ans, tu vois, juste après, j'arrivais à Paris. Et c'est lui aussi qui a fait que, à un moment donné, je monte sur scène, parce que je te disais, à chaque fois que je trouvais une opportunité de monter sur scène, je me démerdais avec le prof principal, les mecs de la Sécu qui faisaient les gros spectacles. Je leur dis, les gars, laissez-moi monter sur scène, franchement, je suis gaulerie. Il me dit, mais mec, calme-toi, il y a 3000 personnes, personne ne te connaît, t'es pas drôle, arrête, tu nous fais chier. Tu vois. C'est un métier où il faut être malin. Ouais, et puis il faut y aller sans calcul. Ça, c'est vraiment un truc qu'on peut garder et que je te le redirai certainement souvent. C'est que j'ai jamais fait, jusqu'à aujourd'hui, des choses par calcul, en mode stratégie. Tu vois, parfois, tu vas voir des gens qui vont te dire, écoute, il faut que tu fasses ça, parce qu'après ça, tu vas faire ça. Après ça, tu vas arriver à... C'est bullshit. Il n'y a rien de vrai. Il faut les faire vraiment par amour et sans calcul. Tu as envie de le faire. Fais-le. Par envie. Oui, fais-le à fond. Ne te dis pas, je le fais parce que si ça marche, je vais avoir ça, ou si ça marche pas, je pourrais rebondir. Non, mais il faut y croire quand même. Mais si tu le fais par amour, forcément, tu y crois. L'amour, c'est quelque chose de vrai. Donc, forcément, moi, j'y crois et donc j'y vais à fond et je monte sur scène. Je me retrouve avec Jamel Debbouze sur scène et le mec me dit, écoute, franchement, t'as une bonne gueule. C'était sa première tournée, tu vois. Il sortait il était sur H en même temps, donc c'était le truc qui cartonnait. Et du coup, il me dit, franchement, à chaque fois que je demande à des gens de monter sur scène, parce que, tu vois, il y a de l'interaction, lui, il chauffait un peu le public. Et là, il me dit, personne n'est jamais monté, ou alors quand les gens sont montés, j'étais tout tétanisé de voir 2-3 000 personnes et ils redescendaient. Il me dit, toi, t'es monté, t'as pris le micro, t'as parlé, et puis t'es drôle, enfin, t'as du culot, en tout cas, il me dit. Il me dit, donc, t'as rien à perdre à essayer. Et ça t'a donné aussi la force. Je sortais du court-métrage, Jamel qui te dit, vas-y mec, t'es le prochain David Copperfield. T'y crois un petit peu, tu vois. Qu'est-ce qui t'a fait buzzer? Aujourd'hui, si on parle à aujourd'hui, je te dirais c'est la série sur Demain nous appartient. C'est la série sur TF1, pardon, Demain nous appartient, qui fait que quand t'as 3 millions de téléspectateurs qui te voient tous les jours dans leur télé, forcément, à un moment donné, ça fait quelque chose. Donc les gens te voient dans leur salon, dans leur cuisine, plus que certains membres de leur famille, comme ils me disent eux-mêmes, tu vois. Moi, je te vois plus que mon oncle, que ma tante, que ma mère. Donc, c'est fou quand même, hein, ce parcours. Oui, j'ai jamais, encore une fois, comme je te dis, j'ai calculé, j'ai pensé, je me suis dit, voilà, tu vois, sur la série, j'ai eu ce rôle, j'étais content. C'était pas un rôle qui était voué à être développé, si tu veux. C'était pas un rôle qui était prévu pour rester. Et donc, encore une fois, tu vois, je l'ai fait. Je devais rester 1 mois. Ça fait 8 ans. Bon, tu vois, et encore une fois, ça prouve que... Et je l'ai fait à fond. Je me suis éclaté. On m'avait dit, voilà, t'as à peu près 1 mois de tournage. Ok, kiff. J'ai kiffé 1 mois. Et à la fin, TF1 et les fans ont beaucoup aimé, j'imagine, parce que... Sinon, j'y serais pas encore. Et donc, j'y suis et je suis content. C'est vrai que je suis content parce que c'est populaire aussi et ça peut avoir une image. Enfin, chacun s'en fait son opinion et je la respecte, en vrai. Mais tu vois, j'ai eu la chance, avec Demain nous appartient, de donner la réplique à Francis Huster, Catherine Jacob. Là, je tourne avec Malik Zidi. C'est des gens qui sont césarisés quand même. Enfin, c'est des gens qui connaissent un peu le métier, qui ont tourné avec des Catherine Deneuve, qui ont des jolis CV, tu vois. Donc, si eux viennent et que en plus te disent franchement c'est une mécanique compliquée mais bravo les gars, voilà, je leur donne un peu de ce crédit parce que voilà, on peut pas plaire de toute façon à tout le monde, mais non, c'est un bonheur d'être sur cette série. Et comment tu adaptes ton jeu d'acteur entre la scène et la télévision? Y a-t-il une approche qui est différente? Ouais, parce que la télévision, forcément, il y a plein de caméras, il y a un maquillage, il y a du montage, il y a du mixage, il y a la possibilité de se tromper, de refaire, pour essayer de donner la chose à peu près la plus sympa, la plus jolie qu'on puisse donner. Sur scène, ce n'est pas possible. Donc il y a cette pression de se dire, je vais essayer de faire cette vanne, je vais essayer ensuite d'enchaîner sur celle-ci. Si tu loupes, tu peux pas dire ok, je vais reprendre parce qu'en fait ça me ramène mal sur la continuité de la vanne, tu vois. Donc t'es obligé de continuer malgré que l'accroche est pas parfaite. Et c'est cette pression, ce risque de se dire je pars, mais j'ai pas de parachute et j'ai pas de possibilité de dire au public attendez, ce soir c'était pas bien, mais la vérité revenez demain, ça va être chambé. Non, le public il va pas revenir demain. C'est-à-dire que les gens que t'avais eu ce soir, t'as pas été bon. T'es pas bon.
t'es pas bon. Eux, en tout cas, pour eux, t'as pas... Et la veille, t'aurais pu, et certains le disent, Gad le dit, il est meilleur pour moi, ceux dont je suis le plus fan. Tu vois, Jérôme Commandeur aussi, il va te le dire. Moi, c'est des gens qui m'inspirent énormément. Il y a la veille, les mecs, ils vont faire lever la salle, se faire applaudir pendant 20 minutes. 20 minutes, 25 minutes. Applaudissements, mais genre, le lendemain, un trou, mais genre, pas très bien. Donc, c'est pas des gros applaudissements. Donc, comment tu fais? Ceux de la veille, ils vont te dire, le mec, c'est un génie, maestro, commandeur, Gad. Ceux du lendemain, t'es obligé de remettre le couvert, t'es obligé de repartir au charbon. Ils t'ont pas vu la veille, même si t'étais extraordinaire. Il faut que tu reçois de nouveau extraordinaire tous les jours. T'as pas la possibilité de baisser. Si tu baisses, eux vont le juger en mode je baisse. Et c'est ça qui est fou dans cette pratique de jouer sur scène, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est excitant, c'est flippant, mais c'est une drogue, parce que quand les gens rient, quand tu vois que la connexion, elle marche, là, tu te dis, c'est un shoot. Ça te donne l'impulse encore, d'être encore plus haut, d'aller plus loin. Et comment, du coup, tu vas chercher cette force de soir en soir, de jamais faire la même chose, parce qu'il y a toujours une petite part d'improvisation aussi qu'il faut laisser. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a jamais, de toute façon, tu vas voir ces mecs-là 2 soirs d'affilée, c'est pas du tout le même truc au cordeau, tu vois. Il y a de l'impro, il y a des erreurs, donc tu dois en jouer. Il y a un spectateur ou une spectatrice qui est ou bruyante ou bruyant. Il faut que tu en joues, parce que si ça importune les autres, il faut que tu vois qu'on le fasse participer. Donc, tu as des éléments que tu ne maîtrises pas qui vont t'amener sur une couleur d'une soirée qui va pas être la même que celle de la veille, si le public était correct, gentil, etc. Et puis, oui, je te dis encore une fois, la pression de se dire « je dois de nouveau être parfait, de nouveau être drôle, de nouveau être bon », c'est compliqué. Alors que dans un film, sur une série, sur un long métrage, au cinéma... Voilà, il y a plus de cadres. Ouais, tu as plus de cadres, tu peux faire si c'était pas ouf et qu'au montage c'est compliqué, on peut prendre un plan, on va le resserrer parce que finalement on a oublié une connerie qu'on voit au niveau de la table, donc on va faire un plan serré. Si t'as merdé et que sur les 10 répliques que t'as faites, elles sont pas ouf, on va faire une pause synchro, tu vas réenregistrer. C'est pas moins excitant tout ça ? Si, c'est excitant parce que c'est une façon de fabriquer qui est différente. En fait, j'opposerai jamais, moi qui étais au conservatoire, j'ai eu des profs qui étaient un petit peu... rigoureux. Oui, ou alors je dirais plutôt, le théâtre, la scène, c'est les boss. C'est ça le vrai métier. Mais je crois pas à ça. Je crois que le théâtre, comme la télévision, comme la publicité, comme le cinéma, c'est des choses qui sont complémentaires. Et quand tu es un artiste, le kiff, la jouissance totale, c'est de pouvoir tout faire. Jouer au théâtre, être au cinéma, tourner dans une pub rigolote. Tout ça, pour moi, ça s'oppose pas. Et donc, tourner un film au cinéma, on aura la chance de pouvoir chercher, essayer, trouver, ou pas. Mais tu vois, si tu me diriges sur une scène au cinéma où je dois mettre beaucoup d'émotions parce que je perds un enfant ou un membre de ma famille, heureusement que ça se fait au cinéma, parce que je veux essayer de chercher au fond de moi-même l'émotion la plus juste. Est-ce qu'il y a une larme seulement sur la joue? Est-ce que je pleure? Ou est-ce que tout est intérieur et que les yeux vont exploser? Tout ça, je peux le faire au cinéma, parce que je peux te donner plusieurs prises, essayer plusieurs couleurs, plusieurs nuances. Au théâtre, tu peux pas le faire. Si dans la pièce, ton fils meurt ou ta mère meurt, tu vas donner une émotion au spectateur. Ils en auront pas 10. Donc, si c'est la bonne et si elle est juste, tant mieux. Mais si t'es un peu too much ou un peu en dessous de l'émotion, on te dira, c'est dommage, parce que t'as quelqu'un qui perd un enfant, moi, j'aurais pas fait ci. Le cinéma te permet ça. Donc, tu vois, les artistes te diront toujours que quand tu vas tourner un film ou une série, tu as la possibilité de chercher, de creuser, d'essayer. Côté. Ouais, et puis tu rates, tu refais. Tu te permets de te laisser libère le truc, tu vois. Et si c'est pas bon, ok, on réfléchit ensemble, là c'était pas ouf, on refait, jusqu'à ce qu'on trouve l'émotion pile parfaite. Le théâtre ne te le permet pas. Comment tu prépares tes rôles? Comment tu prépares un personnage? Là, par exemple, pour Georges, c'est un flic. J'ai beaucoup de copains flics maintenant, donc c'est la vérité. Oui, j'ai fait des patrouilles, j'ai tourné avec la BAC, même en étant
connu aujourd'hui et reconnaissable, donc c'est un peu plus compliqué, mais j'ai fait des patrouilles où j'avais un cache-cou, où j'avais un bonnet, j'avais un gilet pare-balles, etc., faire des trucs de manière officielle. Donc ils m'apprennent comment se comporter, comment mettre les menottes, ça peut toujours servir, comment fouiller, comment se mettre dans une position de sécurité quand on contrôle une voiture, etc. C'est des détails qui font que quand toi tu joues, tu amènes une espèce de crédibilité à ton personnage. Donc c'est bien aussi c'est pas un conseil, mais c'est ce que je dis, moi, je me le fais pour moi, mais si demain je joue un médecin, si demain je joue un prof d'histoire, je chercherai dans mon entourage un vrai prof d'histoire, ou 2 ou 3, parce que le mieux c'est d'avoir plusieurs exemples, et d'essayer de lui poser des questions, d'essayer de pomper tout ce que tu peux pomper pour essayer de t'épaissir et d'essayer d'avoir des choses qui soient crédibles. Et parfois, je veux dire, moi, je prends pas un rôle en me disant je joue un plombier. Je suis pas plombier. Je vais voir autour de mes potes, vous connaissez pas un bon plombier dans vos potes, etc. Et le mec va me dire, bah si, je connais. Je vais l'appeler. Je dis, comment tu fais, comment tu tiens le truc, quand t'as une fuite. Mais c'est vrai, c'est con, mais c'est la vérité. Plus tu vas demander à des gens qui font leur boulot de manière naturelle, un boulanger, etc., plus tu vas te mettre à leur niveau et à essayer de pomper tout ça, plus tu seras fort. Donc c'est vraiment être intelligent et humble face à des choses nous on n'est que des gens qui usurpons des vies ou des histoires. Donc on doit se servir de la réalité. Tu vas te nourrir au maximum. J'essaye, quand c'est quelque chose qui ne me correspond pas, que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, forcément je vais t'embêter, je vais t'appeler, je vais te demander, excuse-moi, surtout que maintenant je sais que tu as un grand carnet d'adresses. D'ailleurs, appelez Johanna, quand vous avez, même pour des choses pas forcément pour le cinéma, vous pouvez l'appeler, vous avez son adresse ici. Tu joues souvent des rôles de gars du peuple, mais dans la vraie vie, tu te situes où ? Je suis un gars du peuple, je suis un gars très fier d'être un campagnard, parce que c'est ça qui nourrit la planète. Je suis un gars qui aime aussi pas forcément rester dans des sphères ou dans des cases. J'aime bien côtoyer de tout. J'aime bien côtoyer des hommes politiques très très connus. J'aime bien côtoyer des éducateurs sportifs à la ville. C'est un métier où il faut s'adapter, de toute manière. Il faut s'adapter. Puis un peu caméléon. Oui, et puis il faut être ouvert. C'est la base, même là, au-delà du métier d'acteur. Ça, c'est plutôt, on va dire, humaniste. Il faut être ouvert à tout et essayer encore une fois, d'apprendre de l'autre. Qu'est-ce que Georges a réveillé en toi que tu ne soupçonnais pas avant de l'interpréter ? Que je ne soupçonnais pas, Georges. Alors, tout le monde pense que je suis bon en informatique. Je suis une internationale. Mais vraiment... non, des gens m'arrêtent parfois. J'ai un problème avec mon ordinateur portable. Est-ce que vous pourriez me le développer ? Je dis, mais vous êtes sérieux, madame, ou quoi ? C'est un rôle. Je ne suis pas vraiment un geek. Donc, il a révélé en moi qu'il fallait peut-être que je sache faire autre chose que d'aller sur un moteur de recherche dont je ne citerai pas le nom pour taper genre comment on ouvre une boîte de mayonnaise. Et là, tu vois des tutos d'un mec. Alors, bonjour les gars, pour ouvrir une boîte de mayonnaise, il faut juste tu ouvres le pot comme ça et c'est bon. Moi, je fais souvent ça. Je vais sur le truc, je fais comment on branche un câble Internet. C'est incroyable maintenant ce qu'on peut demander. Ah ben, tu peux tout demander. À l'ordinateur, vraiment, tu lui demandes tout et en plus, il fait tout. Y a-t-il une routine bizarre ou secrète que tu fais avant de monter sur scène ou de tourner ? Sur scène, j'ai toujours des chaussettes rouges. Parce que c'est un petit hommage à mon papa. C'était son surnom quand il était jeune au Maroc. On l'appelait Rouge. Alors dit comme ça en français, ça n'a ni queue ni tête. Mais c'est parce que quand il s'énervait, il devenait tout rouge. Et il s'énervait souvent. Donc j'aime bien l'avoir un peu à côté de moi. Donc je l'ai dans la couleur de mes chaussettes. Et c'est ce que je fais tout le temps. C'est avant de monter sur scène. Et puis, avant de tourner, j'aime bien regarder un petit peu ce que faisait mon personnage dans l'histoire, si on parle de Demain nous appartient, ce qu'il faisait un petit peu avant, dans la continuité, et ce qu'il va faire après. Ça me permet toujours d'avoir une espèce de... Même sur l'émotion, ça veut dire que si je joue une scène un petit peu où je dois être, tu vois, touché ou ému, je veux savoir si derrière, il y a encore une autre séquence, qui a encore un degré plus haut en émotion, pour pas que ça soit ou too much, ou que je sois trop ému
Et alors que derrière, l'info la plus importante, elle arrive. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je donne encore plus? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le piège, c'est toujours d'essayer de savoir ce qu'on fait. Au moment où on le fait, quand on tourne, que ce soit au cinéma ou à la télévision, on ne tourne jamais dans l'ordre. Déjà, il faut le savoir, mais bon, je pense que... Et on tourne dans le désordre, on tourne en fonction des décors, on tourne en fonction des disponibilités des acteurs. Donc voilà, il y a un plan de travail et on peut tourner la fin, on peut tourner la mort de quelqu'un et finalement, il va faire toute sa vie après le tournage. Donc il y a des détails importants. Donc toujours quand moi je tourne, j'aime bien regarder ce que je faisais avant et ce que je vais faire juste après pour essayer d'avoir une cohérence de jeu. C'est un métier où il faut être bien entouré. Ouais. Quelle est la personne pour toi, autour de toi, qui est un pilier? AXA Assurance, ma mutuelle. C'est vraiment c'est une très très bonne mutuelle que je préconise, d'ailleurs, qui est mon meilleur ami, qui m'assure. Bien entouré, bien assuré. Les 2 premiers mois sont gratuits. C'est vrai. En sachant que le parrain sera aussi gratuitement. Évidemment. Non, ma famille, j'ai ma famille dans le sens large du terme. J'ai une belle tribu qui est autour de moi en vrai, qui me soutient, qui me dit quand c'est pas bien. Surtout, c'est surtout ça qu'il faut dire, parce que quand c'est bien en vrai, les artistes, je pense qu'on n'a pas forcément besoin de l'entendre. On le ressent. En toute simplicité, on le ressent. Enfin, quand t'as fait un truc bien, on n'est pas débile. On se dit pas, oh, t'es sûr que c'était bien? Non, ça c'est vraiment le mec qui veut vraiment que tu vas au rouleau, quoi. Allez, la bombe du tigre. Non, donc j'ai une belle tribu, mon grand frère. J'ai des gens très proches de moi qui me protègent et qui me protègent aussi. Tout ce que ça peut amener de bizarre. Ce métier amène aussi des choses bizarres, comme dans tous les métiers, mais celui-là, il en amène autour de toi un peu plus, j'ai l'impression. Donc, je me protège de manière naturelle. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, si je sens pas un truc, je le fais pas. Et j'ai toujours fait ce métier par amour, par passion, pas par calcul, pas par envie de gagner de l'argent, pas par envie d'être connu ou reconnu. Tu vois, quand je croise des jeunes et qui me disent « Moi, je veux faire comme toi », je dis « C'est-à-dire ?» Elle me dit « Je veux être connu ». Connu, c'est, si tu veux, la conséquence de mon travail. C'est pas, je veux dire, sur ma fiche de paye, il n'y a pas marqué « connu ». On vous donne 20 € parce que t'es connu. Non, il y a artiste, interprète. Il y a travail. Et il y a travail, oui, bien sûr. Donc, quand on s'approche de moi et qu'on me demande des conseils, oui, bah, il faut aimer lire, il faut aimer aller au cinéma, aller voir il faut aimer la peinture, il faut aimer l'art dans sa globalité, tu vois, la musique, la danse, tout ça, c'est magnifique. Moi, je suis passionné de tout ça. C'est quoi le pire conseil qu'on ne t'ait jamais donné? Le pire conseil qu'on m'a jamais donné? Bah, on me l'avait donné, surtout, mais le pire, c'est de me dire oh, « Jamais tu vas réussir, mec, attends. Oh, t'as vu comment c'est compliqué, t'as personne dans ta famille qui est dedans. » Voilà, donc ça, c'est le pire conseil. Donc, il faut absolument pas écouter ceux qui vous diront « Jamais vous allez y arriver. » C'est pas possible. Je veux dire, Non. Ben non, mais je veux dire, c'est... Maïel président, quelle serait ta première décision absurde, mais stylée? Alors, elle serait encore une fois pas absurde. Je me battrais pour que la culture soit gratuite pour tous. Donc, trouver des possibilités de faire que la culture, c'est ce qui va casser les barrières entre tous les extrêmes, entre toutes les peurs des uns contre les autres. La culture. Plus on va être intelligent à l'intérieur, plus on sera ouvert l'un envers l'autre, plus on pourra rire ensemble, s'amuser ensemble. La culture, c'est pour moi la base de l'humanité. D'ailleurs, tu as des pays très dangereux qui interdisent la culture, qui interdisent des cinémas, qui interdisent à des femmes de faire des choses. La culture, parce qu'ils savent que si la femme, elle commence à prendre un bouquin, qu'elle commence à lire et qu'elle commence à rêver, on la tiendra plus. Les gens savent que la culture, c'est la base de tout. Voilà, pour moi, la culture, si je suis président, ça doit être quelque chose qui doit être accessible à tous. Parce que c'est pas donné, en vrai. Moi qui viens d'un quartier, c'est pas donné. D'accord. Quand tu vas au théâtre, quand tu vas au cinéma, attends, sans déconner, t'as l'impression que bon, tu vas inscrire ton fils à... Non, il faut qu'on se débrouille pour que les gens puissent se retrouver. Parce que quand je parle de culture, et quand tu me dis ça, moi ça me touche parce que je disais avec mon papa il y a pas longtemps, quand je joue sur scène, et que là j'ai joué à la Comédie de Paris il y a quelques temps, il y avait 300 personnes à peu près. Je ne sais plus exactement, mais
Mais il y avait de tout. Il y avait des noirs, des jaunes, des bleus, des verts, des roses, des petits, des grands, des gros. Tu joues pour tous. Pareil, le spectacle, je ne joue pas pour une catégorie sociale, je ne joue pas pour des religions, je ne joue pas pour des tailles, pour des gens qui sont malades ou pas. Je joue face à des gens, je ne sais pas ce qu'ils sont intérieurement, personnellement, mais je donne le même spectacle pour tous. C'est ça la culture. C'est-à-dire qu'en fait, que tu sois... ça se trouve, tu es au théâtre, on a été au théâtre ensemble, à côté de nous, il y avait des gens qui étaient potentiellement malades, des gens qui étaient... qui perdaient leur boulot, des gens qui étaient... qui riaient fort aussi. Qui riaient très, très fort, des gens qui étaient très, très bourrés. Des gens... Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que quand on se retrouve dans une salle, on a vu le même spectacle que tous ces gens-là. Des gens bizarres, des gens extrêmes, des gens pas beaux, des gens beaux, des gens... Nous, on faisait partie des plus beaux, évidemment. Mais tu vois, il y a de tout dans une salle de théâtre. Et c'est ça, la définition. Tu vois, c'est que tu joues face à des gens et tu ne les distingues pas. Ça, c'est la culture qui te le permet. Quand tu regardes une toile de Picasso, tu t'en fais toi-même ta description. La vision. Oui. Je me fais la même chose. Et on est d'accord que ça ne peut pas forcément être la même. Et pour autant, Picasso, il a fait le même tableau. Donc, c'est la culture, pour moi, si je suis président, c'est une vraie réforme que je mettrai en place. Si demain tout s'arrêtait, quel serait ton plus grand kiff accompli ? C'est de pouvoir me dire que j'ai kiffé, que j'ai vécu de ma passion de manière magnifique, que j'ai fait plaisir à ma famille et que j'ai pris un plaisir fou. Et j'essaierai toujours de trouver une possibilité d'avoir un pied là-dedans parce que ça me passionne et que je ne vois pas mon parcours s'arrêter comme ça du jour au lendemain, tu vois. Une rumeur folle sur toi que tu veux clarifier ou confirmer. Une rumeur folle que soi-disant j'ai été dans la même classe que Beyoncé. Vous êtes sérieux, quoi? Et que soi-disant je trichais sur elle, alors que pas du tout. Non, mais c'est vrai, c'est plutôt elle qui trichait sur moi. Ouais. Après, voilà, elle a fait un truc genre I'm run survivor, I'm run the free. Enfin, tu vois, elle a fait des trucs comme ça. Mais donc voilà, Beyoncé, j'ai jamais triché sur elle. Je veux juste que les choses soient remises en place. C'est un scoop, ça. Ouais, non, mais c'est parce que tout le monde, à chaque fois que je croise des gens, la dernière fois j'étais en scooter, je me suis fait cracher dessus. Ouais, tricheur, sur Beyoncé, connard. Je veux, les gars, calmez-vous. Enfin, en plus, c'était des histoires qui datent. Bah oui. Beyoncé, ça y est, maintenant elle a fait son chemin, elle est à Clermont-Ferrand, tout ça, elle cartonne. Quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée mais que tu aimerais vraiment qu'on te pose ? La question qu'on m'a jamais posée, je dirais, est-ce que tu aimes que les femmes ? Ah ? Oui, j'aime que les femmes. Ok, pourquoi il y a des doutes ? Non, parce que j'ai des amis homosexuels que je trouve très beaux. Et ça, je le dis, et parfois j'ai des gens qui me disent « Bravo, tu le trouves beau ?» Bah oui. Moi aussi, je trouve des femmes belles. Bah voilà, c'est tout. C'est juste que je trouve des mecs beaux. Donne-moi quelques conseils pour tous ces jeunes qui ont envie de rentrer dans ce métier. Faut le faire vraiment parce que vous avez envie de le faire. Vraiment pas parce que vous avez vu un reportage sur tel ou sur un tel, sur un jeune acteur, sur un influenceur, sur un tel. Faut pas voir les photos, les jets privés, les trucs, les restos, tout ça. C'est pas ça qui doit vous donner envie parce que, en vrai, vous allez être extrêmement déçus. Le temps qu'il faut pour pouvoir arriver à essayer, ne serait-ce que d'en vivre, c'est tellement dur et long que quelqu'un qui n'a pas assez sur le coffre assez chargé d'amour et d'abnégation, d'envie, de passion, t'auras pas assez de carburant pour tenir jusqu'à ce que toi, tu t'imagines de la facilité du métier. Et donc, la passion, l'amour, doit être vraiment l'essence, le carburateur de toute ta vie si tu veux vraiment faire ce métier. Et en plus, c'est pas sûr que tu réussisses. En plus. Non, mais donc, tu vois, quelqu'un Francis Huster, il disait ça. Même les mecs qui sont passionnés, qui aiment leur métier, qui le font vraiment sans aucun calcul, qui ne pourraient pas faire autre chose, eh ben, ces gens-là ne sont pas garantis à ce qu'ils en vivent ou qu'ils réussissent. Puis, je veux dire, des Pierre Ninet, des Dujardin, des Gad, des Jamel, il n'y en a pas 200. Même si, tu vois, aujourd'hui, dans le stand-up, moi, je suis avec eux, il y a 4000 mecs qui font du stand-up.
Mais Gad, c'est Gad. Donc tu vois, il y a un côté où on pense que c'est facile, etc. Mais les mecs qui font ça et qui sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans, pour d'autres 40 piges qui arrivent à en vivre et qui ont une filmographie incroyable, il n'y en a pas des dizaines et des dizaines. Donc le seul conseil que je dirais, c'est de le faire à fond, sans regarder de plan B. Ça, c'est un vrai truc aussi que je me suis rajouté dans ma vie. C'est que souvent, j'ai remarqué que des gens disent, voilà, si ça marche pas, de toute façon, mon père a une boulangerie, je ferai de la pâte à choux. Non, oublie la pâte à choux. Même si ton père a la boulangerie, refuse-toi catégoriquement de rentrer dans cette boulangerie. Vraiment. Parce qu'on a plein de gens autour de nous qui se disent, tu sais quoi, je vais le faire. Genre 1 an, 2 ans, 3... On dirait c'est un Erasmus, ces gens. Et si ça marche pendant 3 ans, de toute façon, j'ai un pote à Dubaï, il a monté des ventes de frisbee, je vais travailler avec lui. Donc déjà, tu es dans l'idée de potentiellement aller vendre des frisbees à Dubaï. Toi, tu dis d'ailleurs, on devrait peut-être aller faire des frisbee à Dubaï, hein, c'est une chose tellement ouf. Des frisbees en or, comme ça. C'est quoi tes projets ? Et ben là, j'ai tourné dans le film La Poupée, une comédie qui va sortir au cinéma avec Cécile de France, Vincent Macken. Mon spectacle qui est en réécriture pour la rentrée. Donc, je vais jouer à Paris dans une salle parisienne 1 fois par semaine, à partir de fin septembre, début octobre. Tu sais où déjà ? On hésite, il y a 2-3 salles qui sont en train de... Donc voilà, les choses vont se faire tranquillement. On est sur les négociations de créneaux, voilà, c'est la production qui gère tout ça. Et puis là, certainement une nouvelle série qui va bientôt démarrer pour moi. Et puis voilà, en vrai, je suis très très heureux de ce qui est déjà là. Et je travaille pour ce qui va arriver. Je suis sur Rire et Chanson maintenant à la radio, sur le Morning du Rire avec Bruno Robles. Et puis je joue au padel, comme tout le monde, sinon je passe pour un has-been. Hein ? Tu touches à tout, hein ? Oh bah, tout. La pétanque, non. Le ping-pong, non. Le badminton, surtout pas. Surtout pas quand tu vois les dégaines des badmintonneurs. Ça, c'est une connerie internationale. Avec le volant, sans déconner, quoi. Mais le paddle, oui. Le paddle, c'est parce que c'est à la mode. Nous, on est sûr, on est des gens qui dès qu'on flaire un truc, on y va, tu vois. Si tu devais avoir un artiste que tu aimerais entendre au micro avec Johanna, quel serait l'invité ? Vivant ou toute catégorie classifiée internationale partout ? Vivant. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. J'allais dire Aznavour, mais du coup, c'est mort, il pourra pas, je pense. Un artiste que tu pourrais avoir, que j'aimerais que tu aies, je pense qu'il se libérera. Benjamin Lavergne. Parce qu'on a le même agent, Benjamin Lavergne, on a le même agent, et c'est un mec que j'aime beaucoup, qui est un putain de comédien aussi, et voilà. Et pour la petite histoire, j'ai fait ma première année au cours Florent avec lui, on a suivi le même cursus, donc je le connais bien. Eh ben, tu vois, c'est un mec que j'aimerais bien que tu parce que je trouve qu'il dégage ce qu'on disait tout à l'heure, une espèce de simplicité, d'amour pour le métier, sans artifice. Et c'est comme Jérôme Commandeur, regarde, c'est des gens, tu vois, qui m'inspirent. C'est des gens où il n'y a pas de paillettes, etc. Mais le moteur est costaud, quand même. Je suis tellement d'accord. T'es prêt pour un petit speed quizzing ? Ouais, vas-y. J'ai pas compris ce que t'as dit. T'as été flashé au radar de la parole, mais vas-y, c'est quoi ? Un petit speed quizzing. Speed quizzing. Tu vas très vite comprendre. On y va ? Quand tu veux. Stand-up ou tournage de série ? Stand-up. Paris ou Marseille ? Paris. Georges calme ou Georges impulsif ? Georges calme. Mentir ou trahir ? Mentir, trahir, c'est quand même violent. Tourner dans toute la France ou résidence dans une seule ville ? Non, tourner dans toute la France. Jouer un flic ou un voyou ? Je dirais voyou, quand même. Scène qui dérape ou scène clean ? Scène qui dérape. Netflix ou Canal+. Je dirais Canal+. Rôle drama ou pur comique ? Rôle drama. Écrire ou jouer ? Jouer. Toujours en jogging ou tout le temps en costard ? Pour ma mère, je dirais tout le temps en costard. T'as 30 secondes pour faire une déclaration à ta mère. Là, tout de suite ? Tout de suite et maintenant. Ok. Maman, sache que je te le dis pas beaucoup, mais je t'aime de tout mon cœur. Et tout ce que je fais, je le fais toujours en pensant à toi. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'appelle avant de monter sur scène. Et que tu me dis toujours, alors, ça rentre bien l'argent ou pas ?
C'est pas ma maman qui gère la caisse. Je suis désolé. Non, je rigole en plus, mais souvent, elle me dit ce qu'il y a du monde. 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 Je dis, maman, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a le monde? Elle me dit, j'ai vu, Joel, il a fait le Stade de France. Je dis, maman, je suis pas encore au niveau du Stade de France. Elle me dit, le Stade de la Licorne, à Amiens, juste 15 000 personnes. Je dis, ouais, c'est ça, vas-y. Le cours ANA ou au micro avec Johanna? Bah, au micro avec Johanna, tu rigoles ou quoi? La base. The base, comme on dit en italien. Attends. Ouais, putain. En plus, tu étais. J'ai vu, t'étais dans les loges Vipapi. Non, j'étais pas du tout dans les Vipapi, elle Pas était dans les du Vipapi, tout. elle était comme ça en train de. Elle a même réussi à le faire avec ses pieds, comme ça. Maëlle, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un plaisir. Si vous voulez retrouver cette interview sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify et au micro avec Johanna sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.